Bonjour à tous, je vais commencer la leçon d'aujourd'hui, mais avant de commencer, une information, j'ai ici des références bibliographiques concernant les 3 premières leçons, donc y compris celle d'aujourd'hui. Alors un autre point avant de commencer, est-ce que vous avez des questions sur les leçons précédentes? Donc s'il n'y en a pas, je commence. Et donc la leçon d'aujourd'hui va être consacrée à ce qu'on appelle la gravitation carolienne, c'est-à-dire la limite de la théorie d'Einstein que l'on obtient quand on fait tendre c vers 0, c étant la vitesse de la lumière. Alors je vous rappelle que la semaine passée, on avait étudié la limite c tendant vers l'infini de la théorie d'Einstein et ça nous avait conduit à étudier, à construire, à retrouver plutôt la théorie de Newton-Cartan qui est compatible avec la limite c tendant vers l'infini du groupe de Poincaré, c'est-à-dire le groupe de Galilée. Ici, on prend la limite inverse, c tendant vers 0, et on va construire d'abord, avant de parler même d'équation du champ, la géométrie qui est compatible avec ce groupe de Carroll, donc le groupe obtenu à la limite c tendant vers 0. Alors, on avait aussi vu que Newton-Cartan que la géométrie de Newton-Cartan était caractérisée par un tenseur contravariant symétrique, donc 2 fois contravariant symétrique, donc les indices sont au-dessus, qui est dégénéré, et la signature c'était 0 plus plus plus. Pour fixer les idées, je travaille à 4 dimensions, et que à côté de ce tenseur 2 fois contravariant dégénéré, il y avait une informe, la informe de temps. Bon, j'avais changé mes notations en cours de leçon, mais enfin, à un moment donné, les notations, c'était W, qui est dans le noyau de gamma alpha bêta, c'est-à-dire qui est annihilé par gamma alpha bêta. Alors, si je me donne gamma alpha bêta, W alpha est déterminé à un facteur près. Donc il y a un choix de normalisation qui est fait. Alors nous avions aussi imposé dans la construction de la théorie la condition que cette informe soit fermée, et donc on pouvait l'écrire comme en fait le gradient du temps qui est le temps galiléen. Alors on va voir que dans la théorie de Carroll, j'anticipe mais on va construire ça. On a une structure duale, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un tenseur symétrique 2 fois contravariant dégénéré, on va avoir un tenseur symétrique, que j'appellerai parfois métrique, mais donc 2 fois covariant dégénéré aussi, donc de signature semi-définie positive. Et on va avoir un vecteur nul, c'est-à-dire on va faire le choix, il y a aussi une normalisation des directions nulles du temps, donc, qui sont déterminées par gamma alpha bêta qui est faite. Et il n'y a pas d'analogue direct de ceci, mais je reviendrai là-dessus quand je parlerai de connexion. Bien, alors avant d'arriver à la structure de Carroll-Courbe, de la même manière qu'avant d'arriver à Newton-Cartan, j'avais d'abord construit l'espace plat correspondant, donc l'analogue de Minkowski. Donc Minkowski, c'est l'espace-temps en l'absence de gravitation. Donc je vais d'abord construire l'espace-temps de Carroll en l'absence de gravitation, et c'est ce que j'appelle espace-temps de Carroll plat. Donc ceci va nous permettre d'arriver progressivement à la structure que j'ai anticipée ici.
Alors l'idée, c'est de partir de Minkowski, de rétablir les facteurs de C et de voir ce qui se passe quand C tend vers 0. Donc pour Minkowski, donc on est à 4 dimensions, mais on peut faire ça à n'importe quel nombre de dimensions, comme je l'ai dit. La métrique, c'est la métrique plate, donc moins C carré dt carré si je rétablis T, plus la partie spatiale. Et vous voyez qu'à la limite C tendant vers 0, la limite existe. Et simplement, on obtient une métrique dégénérée définie semi-positive, c'est-à-dire que de signature 0 plus plus plus. Donc contrairement à ce qui se passait dans le cas de Galilée, où quand on prend la limite C tendant vers l'infini, la limite n'est pas bien définie, ici la limite est bien définie mais simplement dégénérée. Donc ce n'est pas vraiment une métrique, mais je parlerai quand même de métrique dégénérée. Donc cette métrique, si je l'écris explicitement, je vais lui donner le nom gamma alpha bêta aussi. Donc c'est l'équivalent du eta alpha bêta minkowskien. Il y a des zéros ici. Et sur la diagonale, j'ai ensuite des 1. Alors si vous considérez maintenant la métrique inverse minkowskienne, donc eta alpha bêta Minkowski, là, il faut prendre l'inverse, donc j'ai moins 1 sur C carré, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Alors là, vous voyez que la limite, c'est ici qu'on rencontre des problèmes avec la limite C tendant vers 0. Donc c'est exactement la situation inverse de ce qui se passait pour Galilée, parce que si C tend vers l'infini dans le Galilée, c'était ce qu'il y avait dans Galilée, on obtient quelque chose qui est bien défini et qui est en fait ce tenseur-là plat. Mais ici, ça explose. Et donc pour éviter que ça explose, on va multiplier par C carré. Et donc ici, j'ai moins 1. Donc j'ai C carré fois ça. Et donc ça tend vers une matrice qui est très dégénérée, mais qui est finie. Donc la limite est bien définie. Et simplement, j'ai un moins 1 ici. Et donc, toutes les valeurs propres sont nulles sauf la première. Donc, du coup, je peux écrire ça comme moins un vecteur n alpha, n bêta, le même vecteur deux fois, où n alpha, c'est le vecteur colonne 1, 0, 0, 0. Et il est clair que par construction, on a gamma alpha bêta, n bêta. C'est précisément le vecteur nul n alpha du tenseur gamma alpha bêta est égal à 0. Donc on voit qu'en prenant la limite C tendant vers 0 de la structure minkowskienne, on obtient naturellement à la fois un tenseur symétrique dégénéré et un vecteur qui correspond à la direction de dégénérescence, mais on a aussi une normalisation de ce vecteur qui apparaît. Alors je vais définir l'espace-temps plat de Carroll comme étant un espace vectoriel. Bon, en fait, je devrais dire affine parce qu'il n'y a pas d'origine particulière, mais je ne serai pas toujours très précis concernant la distinction. Donc, un espace vectoriel qui est muni d'une métrique dégénérée, que j'appelle gamma alpha bêta, et qui est donnée par cela dans une bonne base, et d'un vecteur nul n alpha, donné par cette expression, tel que donc on a cela. Alors, il faut voir que dès qu'on s'est donné une normalisation du vecteur de la direction nulle, on a un élément de volume qui est bien défini. Simplement, on décrète que si je prends une base orthonormée d'espace et que je lui ajoute n, on dit c'est volume 1. Donc je vais appeler l'élément de volume oméga, mais c'est 1 dans cette base. Donc évidemment, comme il y a de l'information redondante dans n alpha, parce que n alpha est un vecteur nul. Donc si je vous donne gamma alpha bêta, n alpha est déterminé à un facteur multiplicatif près. Une manière plus économique de décrire la même chose, se dire on se donne un tenseur dégénéré et un élément de volume, oméga, et avec l'élément de volume, on peut retrouver la normalisation. Bon, peu importe. Alors, puisqu'on a un espace vectoriel, il y a aussi une structure linéaire qui est donnée dans l'espace-temps plat de Carroll. Bon, donc ça c'est l'exact analogue de ce que j'avais appelé l'espace-temps plat de Galilée.
Alors une fois qu'on s'était donné l'espace-temps plat de Galilée, on va voir si on va déterminer les groupes de symétrie de cette structure. Et comme pour Galilée, on va voir qu'il y a naturellement un groupe infinidimensionnel qui s'introduit et que si on restreint ce groupe par linéarité, on va obtenir le groupe de Carroll que j'ai introduit dans la toute première leçon lorsque j'ai classé les algèbres cinématiques. Et examinons les équations. Donc, ça c'est le point 2, groupe de Carroll. Et je l'ai mis au pluriel parce que naturellement, il y a deux définitions qu'on peut donner et ça conduit à deux groupes différents, l'un plus grand que l'autre. Alors il y a A, disons le groupe de Carroll infini. Donc je vais écrire ça comme ça. Alors comment il est défini? Le groupe de Carroll, c'est le groupe des transformations de l'espace-temps qui préserve la structure qu'on s'est donnée. Et je vais juste regarder la structure définie par gamma et par n. Donc je vais chercher donc je vais regarder réellement l'algèbre. Donc je regarde les difféomorphismes infinitésimaux qui laissent la métrique dégénérée invariante et n alpha invariant, c'est-à-dire telle que la dérivée de l'I, j'appelle xi les champs de vecteurs que je cherche, et il faut qu'ils préservent la structure, donc il faut que la dérivée de l'I de gamma alpha bêta soit égale à 0 et que la dérivée de l'I de n alpha soit égale à 0. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est résoudre ces deux équations et trouver la solution générale de ces équations. Alors, on va d'abord s'intéresser à celle-là qui est la plus facile. Donc la dérivée de l'I d'un champ de vecteurs, c'est le crochet de l'I, donc ça va être xi rho n alpha virgule rho moins xi alpha virgule rho n rho. Et puisque ce champ de vecteurs est particulièrement simple, ses composantes sont constantes, donc quand on dérive, il n'y a rien. Donc je rappelle, ça c'est la dérivée. Et ici, il n'y a qu'une seule composante non nulle. Donc en fait, ceci c'est moins xi alpha virgule 0. Donc je vais réserver l'indice x0 et t, ça va être pareil maintenant. Donc C est parti, donc ça va être plus commode pour moi pour avoir une notation uniforme de rebaptiser le temps x0, même si, sans introduire le facteur de c qui est nul. Ce ne serait pas une bonne idée de garder le c ici. Donc x0 c'est t, et donc voilà l'équation. Et donc elle est très simple à résoudre, elle nous dit simplement que les vecteurs qui préservent la structure ne peuvent pas dépendre du temps. Donc xi alpha et xi alpha de xi. Donc à nouveau, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là aux leçons précédentes, les indices grecs prennent les valeurs 0, 1, 2, 3, temps, espace. Les indices latins ne prennent que les valeurs 1, 2, 3, espace. Et donc ceci, ça me dit, ça ne peut pas dépendre du temps, puisque la dérivée par rapport au temps est nulle. Alors, examinons maintenant l'autre équation. Donc la dérivée d'un tenseur deux fois covariant, il y a d'abord toujours le terme de dérivée ordinaire, et puis il y a les termes de transport liés à la covariance du tenseur. Donc j'ai xi rho virgule alpha gamma rho bêta plus xi rho virgule bêta gamma alpha rho. Alors à nouveau, ce tenseur ayant la bonne idée d'avoir des composantes constantes, le premier terme est absent. Et on voit aussi que dès qu'un des indices... Donc examinons maintenant l'équation qui reste. Donc l'équation, c'est ça égale à 0. Et donc ça doit être égal à 0. Alors qu'est-ce qu'elle me dit, cette équation? On va examiner pour toutes les valeurs possibles des indices alpha et bêta. Mais ce qu'on voit tout de suite, c'est que dès que alpha ou bêta, ou les deux, donc si alpha est égal à 0 par exemple, eh bien, cette équation, elle est automatiquement satisfaite parce que les dérivées par rapport à 0 de xi, on vient d'apprendre, c'était nul. Et dès que vous avez un 0 sur gamma, vu la structure de gamma, la première ligne et la première colonne étant nulles, ça ne donne rien. Donc la seule équation nouvelle par rapport à ce qu'on a déjà, c'est lorsque alpha prend des valeurs 1, 2, 3, donc est un indice latin, c'est ce que je vais faire, et bêta est égal à b. Donc dans ce cas-là, que me donne l'équation?
xi rho, oui, on va tout de suite simplifier, gamma rho B plus xi rho virgule B gamma A rho est égal à 0. Oui, j'aurais déjà pu le dire avant, puisque si rho est égal à 0, il n'y a rien du tout, puisque gamma 0B est égal à 0. Ici, pareil, gamma A0 égale à 0. En fait, seule la sommation ici, c'est uniquement sur les indices latins. Donc, je vais tout de suite le faire sans écrire une nouvelle ligne, sinon je perds de la place. Donc, gamma, je remplace donc rho par R. Et j'obtiens cette équation, qui est en fait l'équation de Killing de l'espace euclidien à 3 dimensions, puisque gamma RB, c'est la métrique euclidienne à 3 dimensions. Donc ceci me dit que c'est un vecteur de Killing de la métrique euclidienne, c'est-à-dire une rotation ou une translation qui ne peut pas dépendre du temps. Donc on a la solution générale du problème, c'est, je vais écrire ça, tout le monde peut lire ici? Oui, il n'y a pas de pupitre devant. Donc c'est xi0 égale xi0 fonction quelconque de xi, et xi a, eh bien, il y a une partie de translation que j'appelle A, plus une rotation, donc infinitésimale, oméga AB xb, donc une linéaire en x, où le coefficient est antisymétrique. Les oméga sont antisymétriques, l'indice étant abaissé à l'aide de la métrique euclidienne. Donc voilà la solution générale du problème. Et ça, c'est un groupe qui est infinidimensionnel. Pourquoi? Mais qui est infinidimensionnel parce qu'ici, on peut mettre une fonction quelconque dx. Donc, vous voyez, on a une structure qui est un peu plus flexible que la structure minkowskienne. La structure minkowskienne, le groupe de points carrés, il est finidimensionnel, point. Vous demandez de préserver la métrique de Minkowski, vous obtenez point carré. Ici, il y a une possibilité d'avoir une partie infinidimensionnelle, de la même manière qu'on avait exactement la même chose ici, pour Galilée. Alors, pour se ramener à un groupe de dimension finie, qui est celui en fait qui apparaissait dans la classification des algèbres cinématiques, on va imposer la linéarité. Il y a une structure d'espace vectoriel, je n'ai pas fait fort attention à préserver la structure d'espace vectoriel ici, donc je vais demander à ce que les transformations soient linéaires, ou pour être plus précis, en fait, on pourrait dire naturellement il y a une connexion qu'on peut mettre ici, qui est la connexion nulle, et on va demander qu'elle reste nulle dans que les lignes droites soient envoyées sur des lignes droites. Et donc, qu'est-ce que ça impose? Ça me dit que xi0 ne peut pas être une fonction. Donc ça, c'est le cas D. Donc j'impose la linéarité, et c'est on va avoir l'algèbre de Carroll. Donc, simplement, xi0 ne peut pas avoir une dépendance plus haute que linéaire en les xi. Donc je vais avoir un terme constant, translation dans le temps, plus un terme qui dépend linéairement des x. Et puis, ça évidemment, ça reste inchangé, c'est déjà linéaire. Alors ceci, ça va correspondre au boost de Carroll. Alors oui, peut-être géométriquement, j'aurais dû déjà le dire avant, enfin je l'ai peut-être dit à la toute première leçon. Que se passe-t-il quand C tend vers 0? Quand C tend vers 0, le cône de lumière collapse en une droite. Quand C tendait vers l'infini, le cône de lumière devient un hyperplan. Et donc, évidemment, ces groupes préservent, donc on a une structure de droite parallèle, définie par les n, et donc tous ces groupes ont la propriété de préserver, toutes les transformations du groupe préservent la direction. Par contre, il n'y a pas de direction d'hyperplan, donc si je me place par exemple, l'origine est ici, d'hyperplan transverse privilégié. Donc dans Minkowski, évidemment, si je vous donne une direction de genre temps, il existe un hyperplan orthogonal et un seul, passant par l'origine. Ici, tous les hyperplans transverses sont équivalents. Et ce que font les boosts, ça vous déplace les hyperplans sans toucher à ces droites-là qui font partie de ce qu'on se donne.
Alors, pour vous montrer que cette algèbre de symétrie, c'est bien une des algèbres dont on avait fait la liste lorsqu'on a fait la classification des algèbres cinématiques, je vais calculer les crochets de Lie des vecteurs de symétrie. Donc je vais leur donner un nom, comme ça on peut comparer facilement. Je vais baptiser H. Donc d'abord j'ai les translations dans le temps, j'appelle ça H. J'ai les translations dans l'espace, je les avais appelées K, donc je les avais appelées P, donc je les appelle P aussi ici. Ça, l'identification pourra se faire tout de suite. Il y avait les boosts, on avait donné comme nom K, donc si je regarde, oui, donc je suis en train de traduire, hein, donc ce qui est A0, vous faites juste une translation dans X0. Donc une autre manière d'écrire un vecteur de Killing, lorsque A0 est égal à 1 et ceci égale à 0, et tous les autres paramètres égaux à 0, c'est ça. Hein. Donc je traduis ce qu'on a trouvé en termes de vecteurs, donc dans une autre notation. PA, ça correspond à tout égal à 0 et juste ceci. Donc et AA égale à 1, etc. Alors K, c'est uniquement, c'est lorsque B est différent de 0. Quand B est différent de 0, j'ai uniquement xi0 qui est non nul, donc ça va être proportionnel, ça va être D sur DX0, avec un coefficient, donc si je fais B égale à 1, qui est égal au X correspondant. Et les indices sont élevés et abaissés à l'aide de la métrique euclidienne plate qui est là. Hein. Alors, et puis j'ai les rotations qu'on avait appelées J, mais qui sont les rotations standards. Donc ce que je veux montrer, c'est que la relation de commutation de cette algèbre, c'est bien l'algèbre de Carroll qu'on avait identifiée à la première leçon. Donc je vais calculer les commutateurs. Alors il est clair que les J, c'est les générateurs du groupe des rotations, donc ça obéit aux relations de commutation qu'on a vues entre eux, et on voit bien que ça c'est un vecteur pour les J, ça c'est un vecteur pour les J à cause du X, et ça c'est un scalaire, donc les relations de commutation avec les J, c'est pas la peine de les vérifier, et c'est évident qu'elles sont satisfaites. Donc ce qui est un petit peu plus intéressant, c'est de voir ces trois objets, quelles sont leurs relations de commutation, et en fait on voit que on a à peu près tout, on n'a que des zéros dans les relations de commutation, sauf lorsque je prends le commutateur de P avec K. Tout le reste va me donner 0. Par exemple, ça c'est 0, pourquoi ? Parce que c'est D sur DX0 que je dois prendre, il n'y a pas de X0 qui apparaît ici. Là aussi, DX sur D0, mais le coefficient est constant. Donc tout est égal à 0, sauf PA, KB. Et PAKB, donc, puisqu'il y a du X ici, ça va être juste D sur DX0, c'est-à-dire H. Delta AB, il faut que ça corresponde, l'indice ici, quand je prends la dérivée, fois H. Et donc cette algèbre-là, donc des J habituelles pour les J, tout commute sauf ceci, c'est Carroll. Et si vous allez voir dans la table, dans la classification que je vous ai donnée en toute première leçon, c'est l'algèbre R4. Dans la classification de Bakry et Lévy-Leblond. Alors parfois on se restreint aux sous-groupes homogènes, de la même manière que dans Poincaré, parfois on considère juste Lorentz qui est le sous-groupe homogène, où il n'y a pas les translations. Et ici, dans ce cas-ci, c'est le sous-groupe engendré donc, par les rotations et les boosts caroliens que j'appellerai parfois juste boost. Donc ça, c'est Carroll homogène. Voilà, donc on voit que la situation est très proche de ce qu'on avait vu pour Galilée, c'est-à-dire, à nouveau, la structure étant plus souple, plus flexible, elle admet un groupe de symétrie plus grand, a priori. Mais si j'impose la linéarité, mais là il faut l'imposer en plus, j'obtiens le groupe de Carroll cinématique. Alors je vais introduire la notion de base de Carroll. C'est juste l'analogue des bases de Lorentz. Donc, on a un espace vectoriel, mais c'est une base de cet espace vectoriel dans laquelle la métrique a cette forme canonique et le vecteur n alpha a cette forme canonique. De la même manière que les bases de Minkowski ou les bases de Lorentz, c'est les bases de l'espace de Minkowski où la métrique de Minkowski prend la forme canonique
que j'ai rappelé quelque part, je pense. Ici. Enfin là, voilà. Alors, il est clair que ces bases de Carroll, donc je vais mettre un S tout de suite, parce qu'il y en a plusieurs, ben, elles sont toutes définies, à une transformation homogène de Carroll près. Hein, vous me donnez une base de Carroll. Donc, les bases de Carroll, elles ont toutes le même n, puisqu'on veut que le vecteur n prend cette forme-là. Donc, le vecteur temporel dans l'espace-temps de base, c'est toujours n. Mais les vecteurs d'espace, ça va dépendre de ce que vous avez choisi comme direction transverse. Et puis même, si vous avez choisi un hyperplan transverse, il y a encore la possibilité de faire des rotations d'espace. Donc vous voyez bien que par définition du groupe de Carroll, les bases de Carroll sont définies à une transformation de Carroll près. Et ce groupe de Carroll agit de manière simplement transitive sur les bases de Carroll. Si vous me donnez deux bases de Carroll, il existera une et une seule transformation de Carroll qui m'amènera la première base sur la deuxième. Exactement comme pour les bases de Lorentz dans l'espace de Minkowski, le groupe de Lorentz agit de manière simplement transitive sur les bases utilisées par les observateurs inertiels donc de Minkowski. Alors cette image qu'on a pour Carroll, c'est exactement la duale, et je vais préciser ça maintenant, de ce qu'on avait vu pour Newton, pour Galilée. Donc rappelez-vous, pour Galilée, le cône de lumière s'ouvre et devient un hyperplan. Donc là, on a des hyperplans absolus, qui sont les mêmes pour tous les observateurs, les hyperplans de simultanéité. Et donc là, ça c'est fixé. C'est d'ailleurs fixé par la informe. Une informe, c'est la même chose qu'une collection d'hyperplans parallèles. Donc je vais mettre l'origine là. Par contre, ce qui n'était pas fixé, c'est l'axe du temps. Donc ceci, pour un observateur inertiel galiléen, ou ça, tous ces axes-là sont possibles. Et donc le groupe de Galilée, lui, il ne va pas toucher aux hyperplans, mais va faire varier l'axe du temps. Le groupe de Carroll, il ne va pas toucher à l'axe du temps, mais il va faire varier les hyperplans transverses. Donc, ces hyperplans transverses, si on dit ça, qui sont définis par t égale à constante. Si on dit ça, c'est les hyperplans de simultanéité. Vous voyez que la notion de simultanéité ici est relative. C'est pour ça qu'il apparaissait dans la classification, si vous vous souvenez, le R, c'était pour relatif. Par contre, ici, c'était un des groupes A, je ne sais plus combien, parce que le temps est absolu. Donc là, on a des hyperplans qui sont laissés invariants, auxquels on ne touche pas. C'est le temps absolu de la théorie de Galilée, de Newton. Mais donc, vous voyez que c'est dual. Et je vais maintenant vous, disons, formaliser de manière un peu plus précise cette dualité entre Carroll et Galilée. Et pour cela, je vais passer par ce qu'on appelle le groupe de Bachmann, que j'avais déjà introduit la semaine passée. Comme je fais tout au niveau algébrique, je vais quand même, en tout cas ici dans le titre, être précis. Donc je vais passer par l'algèbre de Bachmann. Je vais rappeler ce que c'est dans un instant. Mais donc il y a une très belle manière de voir géométriquement cette dualité entre Carroll et Galilée, qui est en fait due à un très beau travail de Duval, Gibbons et Horvath, qui est dans les références que qui sont là, à votre disposition. Et le point de départ de cette dualité, pour exhiber cette dualité, c'est l'espace de Minkowski à 5 dimensions. Donc on va voir qu'à partir de Minkowski à 5 dimensions, selon que l'on fasse une opération ou l'opération duale, on atterrit sur Galilée ou on atterrit sur Carroll. Donc le point de départ, comme je vous ai dit, c'est l'espace de Minkowski à 5 dimensions, que je vais écrire. Et ce qu'on va se donner, et on va supposer, on se donne dans l'espace de Minkowski une direction nulle, un champ de vecteurs nul, un vecteur nul, pardon. On est dans un espace linéaire, hein, donc je me donne Minkowski à 5 dimensions. Et je choisis
un vecteur nul que je vais appeler xi. Donc nul, c'est pour ça que je l'écris à 45, je le note à 45 degrés. Et donc évidemment, il y a toutes les droites. Bon, par chaque point, il existe une telle droite. Hein. Elles sont toutes parallèles. Donc, et je vais choisir des coordonnées où xi a une forme simple. Donc je vais introduire des coordonnées de lumière adaptées à xi. Je vais appeler la coordonnée correspondante S. Donc ça va être dans mon système de coordonnées d sur ds. Et donc je vais prendre une autre coordonnée nulle que je vais appeler t, qui correspond à des droites nulles. Et donc mon ds carré. Alors le t ici n'est pas le t qui est là-bas, hein, mais bon, il n'y a qu'un nombre fini de lettres. Donc c'est moins 2 dt ds. Et puis j'ai la partie transverse. Là, je prends des coordonnées cartésiennes standards. Donc j'ai 2 coordonnées ici et 3 là. Donc ça, c'est un espace à 3 dimensions euclidien. Et une manière de définir l'algèbre de Bachmann, et on va retrouver ce que j'ai dit la semaine passée, c'est de dire que l'algèbre de Bachmann, c'est l'algèbre des transformations linéaires qui préserve cette structure, c'est-à-dire qui préserve la métrique de Minkowski et qui préserve le vecteur nul. Donc c'est le sous-groupe du groupe de points carrés à 5 dimensions qui préserve le vecteur nul. Alors, pour décrire ce sous-groupe, cette algèbre de Bachmann, je vais introduire une notation dans mes coordonnées. Donc je vais dire xa, c'est t pour grand A égale à 0. Donc x0 c'est t. Puis j'ai mes coordonnées d'espace. Puis j'ai S, donc qui correspond à x4. Hein, j'ai 0, 1, 2, 3, 4. Alors, puisque Bachmann est une sous-algèbre de points carrés, les vecteurs qui appartiennent à l'algèbre de Bachmann doivent appartenir aussi à l'algèbre de points carrés, et ça on les connaît tous. Le vecteur le plus général satisfaisant ce que je vais appeler x qui obéit à ces conditions, d'abord je peux faire les transformations de Lorentz homogènes et puis des translations. Ça, c'est le groupe de points carrés, ou l'algèbre de points carrés à 5 dimensions, où les oméga AB sont antisymétriques pour préserver la métrique lorentzienne, les indices étant abaissés et élevés à l'aide de la métrique lorentzienne. Et si je travaille dans cette base, il faut prendre la métrique lorentzienne dans cette base. Hein. Donc il y a des termes non diagonaux, c'est des coordonnées nulles T et S. Bon, alors là, j'ai combien de paramètres? Eh bien, je vais avoir 10 paramètres. Hein, c'est un tenseur antisymétrique dans un espace à 5 dimensions. 5 fois 4 sur 2, ça fait 10. Et puis j'ai les translations, et il y a 5 directions, donc j'en ai 5. Donc j'ai 15 paramètres. Mais ça, c'est juste les champs de vecteurs de points carrés qui préservent la métrique de Minkowski. Il faut imposer maintenant que ces champs de vecteurs préservent aussi xi. C'est-à-dire que la dérivée de l'I le long de x de xi c'est égal à 0, c'est-à-dire le crochet de l'I de x avec xi doit être égal à 0. Et ça va me restreindre les coefficients qui sont là. Je ne pourrais pas prendre n'importe quelle transformation de point carré. Comment ça le fait? Écrivons. Donc je vais écrire ça en composantes. Je l'écris dans ce sens-là. Donc d'abord j'écris en général la formule, et puis on va voir que ça se simplifie. A virgule B xi B, ça doit être égal à 0.
Alors xi, c'est ce vecteur-là, donc c'est un vecteur dont les composantes sont constantes. Donc le premier terme, il est nul. Et ici, c'est facile, il n'y a qu'une seule composante non nulle dans mon système de coordonnées qui est adapté, à savoir la composante 4. Donc ce que ceci va me dire, c'est que moins xa,4 est égal à 0, c'est-à-dire xa ne peut dépendre que des coordonnées t et xi. Ça fait des équations faciles à intégrer. Ça pourrait toujours être comme ça. Donc voilà, ça c'est grand X. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'on sait qu'à la fois le vecteur grand X doit être comme ça, mais il doit aussi satisfaire à cette condition-ci. Bon, vous voyez que les translations ne posent pas de problème, mais là, il faut s'assurer qu'il n'y a pas que la coordonnée S n'apparaît pas. Donc ça veut dire que dès que l'indice B est égal à 4, ça doit être égal à 0. Alors, il faut faire attention quand on est dans un système de coordonnées nulles, c'est qu'un indice 4 en dessous, ça devient 5 en dessous. Un indice 4 au-dessus devient un indice 5 quand j'abaisse la métrique, puisqu'elle est hors diagonale, et inversement, un 5 en dessous, c'est ce que j'apprends, il peut pas y avoir, pardon, un 4 en dessous, donc je reprends, parce que je me suis planté dans les numéros d'indices. Donc un indice 0 au-dessus devient un indice 4 quand on l'abaisse, et un indice 4 au-dessus devient un indice 0 quand on l'abaisse. Donc dire qu'il peut pas y avoir, que quand c'est 4 ici, c'est égal à 0, c'est la même chose que dire que quand il y a un 0 au-dessus, vu l'antisymétrie là, c'est 0 aussi. Donc la solution la plus générale, si je la réécris explicitement, il ne peut pas y avoir de S. Bon. Alors je vais d'abord écrire la partie la plus facile, celle qui fait intervenir les vecteurs d'espace, d sur dxi. Donc on va avoir les rotations spatiales. Puis on peut avoir une partie qui fait apparaître, lorsque B est égal à 0, le temps. Donc je vais donner un nom à ça, je vais l'appeler bêta A t. Et puis les translations. Donc ça c'est les vecteurs, la partie d'espace. Et puis je vais avoir une composante selon d sur dt, et puis une composante selon d sur ds. Donc ici, ça correspond à ce qu'on a appelé oméga A 0, pardon. Et donc ça, c'est moins oméga. Donc d'abord, j'abaisse l'indice. Donc c'est la métrique euclidienne. Donc c'est A0. Donc c'est moins oméga 0 A. Et puis j'élève avec la métrique antidiagonale, qui est ainsi de moins. Donc ça va me donner plus oméga 4A. Donc vous voyez que si oméga A0 c'est bêta A, oméga 4A va être égal au même bêta A. Donc ça me dit, ça c'est ce qui va apparaître dans le terme en D sur DS. Donc maintenant je vais avoir A4 qui n'est pas contraint plus bêta A xa D sur DS plus A0 d sur dt. Donc ça, c'est le vecteur le plus général qui préserve la structure que nous nous sommes donnée ici, à savoir Minkowski à 5 dimensions, mais aussi une direction nulle qu'on a choisie. Et vous voyez que cette algèbre dépend de combien de paramètres? J'en ai 3 ici pour les rotations spatiales. J'en ai 3 pour, appelons ça, les boosts de Bachmann. J'en ai 3 pour les translations d'espace. J'en ai ici 1. Alors ça, on l'a déjà compté, donc je ne vais pas le compter 2 fois. Et puis j'ai encore un paramètre là. Donc combien de paramètres indépendants? 10, 11. Donc c'est une algèbre à 11 dimensions.
Et pour gagner de la familiarité avec cette algèbre, on va calculer les crochets et on va voir que ça nous donne bien l'algèbre de Bachmann dont je vous ai parlé à la fin de la leçon passée. Bon, alors, je vais donner des noms aux différents choix possibles des constantes. Hein. J'ai d'abord les J, et ça c'est donc les rotations de l'espace à 3 dimensions, donc ça on connaît ça par cœur, c'est ceci. Où oméga AB est antisymétrique. Bon. À côté de ça, j'ai les translations d'espace, bon, à nouveau D sur dxa. J'ai des translations selon T et les translations selon S. Je vais donner les noms suivants. E, c'est D sur dt. Et l'autre, je vais l'appeler grand M, c'est D sur ds. Et puis, j'ai ce qui correspond au boost, donc BA, qu'on avait appelé KA sans doute. Je crois que ça vient de la préhistoire. Je ne sais pas si c'est un signe d'acquiescement. Donc les boosts, vous voyez que ça correspond au paramètre bêta A, donc c'est T D sur dxa plus XA D sur ds. Alors cette algèbre forme une certaine... Enfin, on peut calculer maintenant les crochets de Lie assez facilement. Alors J avec n'importe quoi, il est clair que ça reproduit ce qu'il faut, donc je ne vais pas... Enfin, ce à quoi on s'attend. Donc ça nous dit simplement, d'abord J avec J, c'est l'algèbre de SO3, du groupe de rotation. J avec P me dit que P est un vecteur d'espace. J avec E et M, c'est 0 parce que ce sont des scalaires, ça ne change pas quand vous changez XA. Et puis J avec K, K est un vecteur d'espace. Donc ces relations-là, on ne va pas les écrire, ça prendrait trop de temps et je les ai déjà écrites beaucoup de fois. Donc regardons maintenant le suivant, PA. Alors on va calculer PA, PB. Je vais peut-être les écrire, c'est 0. Il y a beaucoup de 0 de nouveau. C'est 0, hein, ça commute. PA avec E, c'est la même chose que PA avec M. C'est égal à 0, puisque ça commute. Donc ce qui est intéressant, c'est PA avec KA. Donc PA, KB, on va prendre des indices distincts. Et vous voyez que là, les coefficients ne dépendent pas. Donc c'est uniquement quand P va agir sur les coefficients de K qu'on obtiendra quelque chose. Et il y a du X. Donc qu'est-ce que je vais obtenir? D sur ds, quand je dérive. D sur ds, c'est-à-dire M. Delta AB, évidemment, il faut que ce soit le même X ici que celui qui est là. Donc j'ai un delta AB fois M. Bon, ça c'est pour les... On a épuisé toutes les relations de commutation des P. Maintenant, E. Alors, E commute avec beaucoup de choses. Hein. Avec M, c'est 0. Oui, bon. Et E avec KA, ça c'est intéressant. Parce que E avec KA, il y a du T qui apparaît là. Donc j'obtiens juste D sur dxa, c'est-à-dire PA. Et puis, c'est tout pour les E. Donc maintenant, je dois calculer KA, je vais le faire ici, avec KB. Oui, M avec K, c'est égal à 0, donc parce qu'il n'y a pas de S. C'est fait pour. Peut-être j'aurais dû l'écrire aussi. Donc celle qui... M avec Ka, c'est égal à 0. Je vais l'écrire puisque j'ai tout écrit. Et ceci, on peut dire attention parce qu'il y a du X là et il y a du X ici. Mais vous allez obtenir un delta AB, c'est antisymétrique, donc vous allez avoir
quand vous agissez avec ce vecteur-là sur celui-là, vous obtiendrez un terme qui est exactement compensé par l'action dans l'autre sens, parce que c'est un delta AB qui apparaîtra, et on sait que c'est antisymétrique, donc il vaut mieux que ça se compense. Donc c'est 0. Enfin, faites le calcul si vous n'êtes pas convaincu explicitement. Et donc voici l'algèbre de Bachmann. C'est effectivement l'algèbre de Bachmann dont j'avais parlé la semaine passée, à savoir l'algèbre de Galilée, dans laquelle on a introduit un élément central qui est M. Je l'avais appelé petit m, la masse, la fois passée. Donc vous voyez qu'effectivement, M commute avec tout. Et que M commute avec tout, c'était évident, puisque M c'est d sur ds et qu'on a demandé précisément à ce que ce vecteur-là soit préservé. C'est une des conditions d'invariance. Et donc vous voyez apparaître une algèbre à 10 dimensions, l'algèbre de Galilée, étendue par un paramètre, par un générateur supplémentaire qui commute avec tout, que j'appelais M. Et donc c'est bien l'algèbre. Et cette algèbre, l'extension centrale de Galilée s'appelle l'algèbre de Bachmann. Et donc on voit que l'algèbre de Bachmann apparaît naturellement comme algèbre, géométriquement, comme l'algèbre qui préserve la structure géométrique que je vous ai donnée ici, à savoir Minkowski A5 et une direction de genre lumière. Alors, on n'est pas encore arrivé tout à fait à Galilée ni à Carroll. Ce que je vais maintenant montrer, mais ça va aller très vite, c'est qu'en fait, donc je vais appeler cette algèbre de Bachmann B ronde. Galilée, d'après ce que je viens de dire, donc quelle est la relation de Galilée à Bachmann? Eh bien, on obtient Galilée en faisant le quotient de Bachmann par l'élément central. En fait, on était allé dans l'autre sens. Nous, on avait étendu Galilée pour obtenir Bachmann. Mais donc, dans l'algèbre de Bachmann, M est un élément qui commute avec tout. Donc, clairement, il y a un idéal qui est donné par les multiples de M. Et donc, je peux prendre le quotient de l'algèbre par cet idéal. Et donc, le quotient de l'algèbre par cet idéal, c'est l'algèbre de Galilée. Effectivement, donc prendre le quotient, ça revient à faire m égale à 0, à oublier m, et chaque fois qu'il apparaît, on met 0. Et donc vous retrouvez bien l'algèbre de Galilée. Carroll, par contre, Carroll est aussi contenu là-dedans comme sous-algèbre. Donc Galilée, c'est un quotient. Il existe une sous-algèbre à 10 dimensions qu'en fait, en regardant les relations de commutation, on peut s'en rendre compte. Le générateur que j'ai appelé E, vous voyez qu'il n'apparaît jamais dans les membres de droite des commutateurs. Et donc, si je considère le sous-vectoriel engendré par tout sauf E, donc je laisse tomber E, c'est une sous-algèbre, puisque vous prenez le crochet de Poisson de deux tels éléments, le crochet de Lie de deux tels éléments, et vous n'obtiendrez jamais E. Vous obtiendrez toujours un des éléments correspondants. Alors c'est même une sous-algèbre qui porte un nom précis, parce que vous voyez qu'est ce qu'on appelle l'algèbre dérivée, l'algèbre des commutateurs. Donc c'est le commutateur de B avec B, mais c'est une sous-algèbre à 10 dimensions. En effet, si vous laissez tomber E, si vous oubliez E, et que vous rebaptisez M H, vous obtiendrez exactement l'algèbre que j'ai écrite quelque part, que j'ai effacée, ou qui est là. Donc, vous avez delta M H. Donc, en rebaptisant M H, on voit tout de suite qu'il y a isomorphisme, et que donc l'algèbre de donc on obtient par deux processus qui sont en un sens duaux aussi, soit vous prenez une sous-algèbre à 10, soit vous prenez une algèbre quotient qui vous fait passer à 10
C'est la manière dont les deux, Carroll et Galilée, sont liés à Bachmann. Et je vais vous montrer que les choses sont beaucoup plus fortes en regardant maintenant la géométrie correspondante. Donc ça, c'est au niveau algébrique, comment on y arrive. Au niveau géométrique, c'est extrêmement intéressant aussi. Et avant de parler de la manière géométrique dont on passe de cet espace à 5 dimensions aux espaces plats à 4 dimensions de Galilée ou de Carroll, je vais peut-être faire un petit rappel sur ce qui se passe quand on considère des homomorphismes entre deux variétés et comment les structures tensorielles peuvent se correspondre. Donc je dois faire un petit rappel sur le pull-back et push-forward. Et puis on va utiliser ça pour comprendre la relation entre cet espace à 5 dimensions-ci et les espaces de Carroll et Galilée. Alors pour faire ça, j'ai besoin de place, donc j'en fais. Donc ceci est un peu une parenthèse, mais donc supposons que nous ayons deux variétés M et M et N, donc symboliquement M, N, qui sont de dimensions qui peuvent être différentes. Dans notre cas, il y en aura une qui sera à 4 et l'autre sera à 5. Et que j'ai une application différenciable de l'une vers l'autre que j'appelle F. Alors, ce qui est bien connu, et je vais le rappeler en composantes, mais on peut donner des définitions intrinsèques, c'est que les tenseurs covariants ici me définissent naturellement, par ce qu'on appelle le pullback, des tenseurs covariants ici. Et qu'inversement, si je prends 2 points, je vais rappeler les formules, qui se correspondent, et j'ai un vecteur ici, par ce qu'on appelle le push-forward, je vais avoir un vecteur au champ en le point image. Alors comment je vais écrire les choses en coordonnées locales et voir un peu les caractéristiques de ces objets. Donc je vais introduire des coordonnées locales ici, je vais appeler ces coordonnées z delta, donc indice grec capital, et ici y alpha. Et donc qu'est-ce que c'est que se donner une application? Eh bien, c'est associé à tout point ici, un point là-bas. Donc on va appeler les coordonnées du point là-bas, y alpha, sont certaines fonctions donc des z delta. Et tout est différenciable, etc. Donc en particulier, je peux considérer la matrice jacobienne des dérivées partielles. Alors, supposons que je me donne un tenseur θ alpha bêta ici, covariant. Donc je prétends que je peux lui associer un tenseur covariant là. Et en fait, quand on travaille en coordonnées, on est guidé par ces notations qui fonctionnent très bien. Donc quel est le tenseur associé? Je vais l'appeler delta gamma au point Z. Donc si je veux, donc oui, ça peut être, c'est pas nécessairement surjectif ni injectif. Hein. Donc on peut avoir cette situation-ci. En d'autres termes, un point là peut avoir plusieurs images inverses. Donc dans ce cas-là, ce sera puisque tout est différenciable, etc., une variété. Donc je regarde au voisinage d'un point. Donc ce n'est pas nécessairement inversible. Alors, mais comment va être. Donc si je suis ici
par quoi va être donné le tenseur contravariant correspondant? Eh bien, simplement, ces composantes vont être, on suit les indices, des z gamma, y alpha, y bêta, θ alpha bêta, au point y qui correspond à z. Donc je suis ici, je regarde le point qui lui correspond, je regarde le tenseur qui est là, et je le ramène ici en utilisant cette formule. Ça peut être défini de manière un peu plus intrinsèque, mais mon but ici est simplement rafraîchir les mémoires ou de rapidement présenter ça, donc je ne vais pas essayer d'être plus général que ça. Mais c'est clair, et on peut voir que ceci, c'est bien un tenseur 2 fois covariant dans la variété là. Mais vous voyez que ce tenseur va avoir immédiatement des propriétés importantes si il y a plusieurs, si ce n'est pas injectif, c'est-à-dire s'il y a plusieurs images inverses. C'est que le tenseur que je veux obtenir ici, ça va être le même que le tenseur que j'obtiens là, ça va être le même que le tenseur que j'obtiens là. Donc en fait, dire qu'il y a plusieurs images inverses, ça veut dire qu'il existe des variétés de points, disons, qui sont tous envoyés sur le même. Donc si j'appelle xi delta un vecteur qui est tangent à l'image inverse d'un point, donc c'est-à-dire qu'il obéit à la propriété que les y ne changent pas quand je change z dans la direction de xi. Donc si j'ai un vecteur comme ça, eh bien il est clair que tout d'abord θ va annihiler ce vecteur. Ça, il suffit de multiplier par xi, on obtiendra 0. Donc θ va obéir à deux propriétés quand ça n'est pas injectif, à savoir pour tout vecteur qui annihile cette matrice, on aura par construction égal à 0. Et aussi, si je me balade le long de cette variété, θ ne change pas, donc on peut voir que ça revient à dire que la dérivée de l'I de xi de θ est égale à 0. Donc le pushback d'un champ est toujours bien défini. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est toujours bien défini, mais il obéit à certaines propriétés particulières. Et on peut montrer qu'inversement, en tout cas au voisinage de tout point, si vous avez un tenseur ici covariant qui possède ces propriétés, qui annihile l'exi et qui a une dérivée de l'I nulle le long de la variété, disons, envoyée sur un point, le long du noyau, eh bien, ce tenseur peut toujours se voir comme le pullback d'un tenseur qui est bien défini là. Donc pas n'importe quel champ tensoriel ici provient d'un champ tensoriel défini là. Je parle uniquement des covariants maintenant, mais ceux qui satisfont à ces conditions peuvent être vus comme image inverse d'un champ tensoriel défini ici. Alors maintenant, que peut-on dire des vecteurs, donc des objets qui sont contravariants et des tenseurs contravariants en général? Mais là, c'est dans l'autre sens, mais c'est un tout petit peu plus subtil en un certain sens. C'est que, donc l'idée, c'est maintenant, supposons que je me donne un vecteur ici. Naturellement, on a envie de dire, donc si je regarde un point ici et un point là, sans me poser des questions sur la manière dont ça évolue, en fait, je peux utiliser les mêmes formules pour associer un vecteur de l'autre côté. Donc si par exemple, je vais prendre un vecteur, donc juste un indice, puisqu'on a, ou non, deux indices, tiens, t alpha bêta. Je peux définir un t alpha bêta. Donc si je me donne un t ici, c'est-à-dire un t gamma ou delta gamma, puisque je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par delta, mais delta gamma de z, je vais lui associer un tenseur contravariant au point y. Par la formule, j'utilise celle-ci. On peut démontrer que
si je regarde ces deux points-là, ben c'est bien T alpha bêta. Si ça se transforme comme un tenseur ici, se transformera bien comme un tenseur là. Donc, si je fixe juste 2 points, tout est bon. Par contre, si ce n'est pas injectif, vous pourriez vous dire « Ah, mais ce point-là, c'est aussi l'image de ce point-ci. C'est aussi l'image de ce point-ci. » Qu'est-ce qui me dit que si j'utilise ce point-ci pour définir T alpha bêta, j'obtiendrai la même chose que si j'utilise ce point-ci ou si j'utilise cette autre image inverse? Et en général, vous n'obtiendrez pas la même réponse. Et donc, ce T alpha bêta de Y ne sera pas bien défini, puisque ça va dépendre du choix que vous faites de l'image inverse. Ce ne sera pas bien défini, sauf si, en toutes les images inverses, le tenseur T prend la même valeur. Donc, si quel que soit le point Z appartenant à l'image inverse de Y, on obtient toujours la même chose, bon, alors c'est bien défini. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? En termes infinitésimaux, ça veut dire que la dérivée de l'I le long des vecteurs xi dans le noyau de T est égale à 0. Donc si cette condition est remplie, alors cette définition-là est bien définie, est correcte, parce que le choix du Z correspondant à Y n'a aucune influence. Bien. Alors, je vais utiliser ce rappel pour maintenant revenir à mon problème et montrer qu'on obtient l'espace de Galilée en faisant un quotient de cet espace-ci et qu'on obtient l'espace de Carroll en prenant un sous-espace de cet espace-ci. Donc, Galilée je prétends que Galilée, alors qu'est-ce que ça veut dire faire le quotient? Ça veut dire que je regarde les classes d'équivalence définies par tous les points sur une même direction nulle, je les identifie. Donc, quelle va être la situation pour Galilée? Je pars de M5, donc c'est un espace vectoriel, mais j'ai quand même, donc je mets M5 ici. Je vais faire ça comme ça. Et j'envoie un point de M5 sur sa classe d'équivalence. La classe d'équivalence, c'est-à-dire il appartient à une certaine droite, et donc je l'identifie à tous les points qui sont sur la même droite. Ici, je l'identifie à tous les points qui sont sur la même droite. Donc il y a une sorte de projection. Donc ceci va m'envoyer, je prétends, dans l'espace de Galilée A4, mais voyons cela. Et donc, en termes de coordonnées, je prends ici un point qui a les coordonnées T, XI et S, et je lui fais correspondre le point TXI. J'oublie la valeur de S. Toutes les valeurs de S sont considérées comme équivalentes. Donc c'est ça prendre le quotient. Et donc je suis dans cette situation-ci, où de ce côté-ci, j'ai une variété à 5, et de ce côté-ci, j'ai une variété à 4. Alors la structure de ce côté-ci, c'est Minkowski à 5. Qu'est-ce que j'avais donné comme indice, les indices latins? Il y a aussi mon vecteur xia, particulier. Oui, Donc j'ai mes droites ici et je prends le quotient. Donc l'image inverse d'un point ici, c'est tous les points d'une droite. Donc le vecteur xi est bien tangent à cela. Et donc, est-ce qu'on peut transporter cette structure? Donc ici, ça c'est l'espace de départ. Il faut voir si on peut transporter la structure. Alors vous voyez que j'ai un objet covariant. Et donc, on a un objet contravariant, donc je peux transporter ici. Et la dérivée de l'I de xi le long de xi, c'est 0, parce que c'est antisymétrique. Mais si vous projetez xi là-dessus, vous obtenez 0. Donc ce n'est pas très intéressant. Donc on va se focaliser sur la métrique de Minkowski. Alors la métrique de Minkowski, est-ce qu'on peut la projeter? Donc pour ça, il faudrait qu'elle obéisse à ces deux conditions.
Alors que la dérivée de l'I le long de Xi de eta, c'est nul, ça c'est garanti, puisque Xi, on a vu que c'était un vecteur de Killing de point carré, donc ça préserve eta, mais par contre, eta n'est pas dégénéré. Eta n'annihile pas le vecteur Xi. Donc si je fais eta AB, Xi B, qui est égal à eta, pardon, que je vais appeler Xi A, ben, ce vecteur-là n'est pas nul. En fait, ses composantes, ça va être, ça c'est l'indice 4 qui est non nul. La seule chose qui va être, c'est l'indice 0, moins 1, 0, 0, 0. 0. Ça, c'est pas nul. Donc la métrique de Minkowski n'obéit pas à ces conditions et donc ne peut pas être vue comme provenant d'un tenseur symétrique par pullback. Par contre, je peux regarder si la métrique inverse a une image bien définie. Donc je vais regarder la métrique inverse. Et là, on voit que pour que l'image soit bien définie, il faut que la dérivée de l'I de la métrique inverse soit nulle le long du vecteur Xi, c'est-à-dire d sur ds. Et ça, c'est garanti. Donc là, état AB va induire une structure ici, par push-forward. Et quelle est-elle? Je vous rappelle l'écriture de état AB, c'est l'inverse. Ah oui, donc je vais mettre, pour me simplifier la vie, je vais mettre d'abord la coordonnée 4, puis la coordonnée 0, puis ici, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Là, donc c'est moins 1. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc ça, c'est état AB. Et par push forward, j'oublie S, c'est-à-dire j'enlève ça. Et vous voyez exactement apparaître la structure gamma alpha bêta de Galilée, c'est-à-dire un tenseur 2 fois contravariant, puisqu'on vient avec on a un tenseur contravariant dégénéré, de signature, donc semi-défini positif. Donc on peut voir, quand on prend cette opération de quotient, ce qui est naturel vu ce qu'on sait sur l'algèbre, on obtient naturellement, en tout cas, une partie essentielle de la structure de Galilée. On peut se poser la question, et d'où sort la informe? Ben, la informe, regardez cette informe-ci. Est-ce que on peut se poser la question de savoir, est-ce que cette informe provient du pullback d'une informe de ce côté-ci? Donc, est-ce que l'informe ici provient du pullback d'une informe ici? Ben, pour ça, il y a deux conditions. Dérivée de l'I égale à 0, ça c'est automatique parce que tout est constant, mais il faut que cette propriété-là soit remplie. Mais comme c'est un vecteur nul, elle est remplie. Et donc, oui, on peut écrire xi A comme le pullback d'une informe. Quelle informe ce sera? Ben, ce sera précisément, pour retrouver, si j'oublie ça, ben, cette informe-ci. Donc, à part un signe, mais ça on peut le changer si on veut, j'aurais pu regarder moins xi A. Bon. J'obtiens la informe dans le noyau, ben, avec la normalisation, dans le noyau de la structure galiléenne. Et donc, effectivement, on peut voir la structure galiléenne comme induite de la structure de Minkowski-Bachmann par quotient. Alors, avant de passer à Carroll, qui a un sens beaucoup plus simple, je voudrais faire une petite parenthèse ici, c'est que dire que les choses ne dépendent pas de la coordonnée S, ça revient à faire une réduction dimensionnelle le long d'un vecteur nul de l'espace à 5 dimensions. Alors c'est quelque chose qui a été étudié dynamiquement dans le passé. Les gens ont regardé par exemple la réduction dimensionnelle de la supergravité ou de la gravitation le long d'une direction de genre lumière. Julia et Nicolai ont été parmi les premiers, et ils ont montré qu'effectivement la théorie qu'ils obtiennent à 4, c'est une théorie galiléenne. Bon, c'est un peu compliqué, hein. Il y a des redéfinitions à faire, c'est au niveau des équations du mouvement, mais néanmoins c'est le groupe de Galilée qui apparaît. Et d'après ce qu'on voit, c'est naturel. S'il y a un groupe qui doit sortir quand on fait cette réduction dimensionnelle, ça ne peut être que Galilée.
Alors Carroll, on a vu que ça correspondait à une sous-algèbre. Géométriquement, Carroll va en fait correspondre à un hyperplan, donc un sous-espace de Minkowski-Bachmann. T égale à constante, que je vais prendre T égale à 0. Donc Carroll, je vais le faire ici. C'est un sous-espace. Donc là, on a un espace quotient. Ben ici, on aura un sous-espace. On avait une algèbre quotient et une sous-algèbre. Sous-espace de M5. Un sous-espace nul, défini, je vais supposer que c'est T égale à 0. Et donc, cette fois-ci, j'ai une application de l'espace de Carroll à 4 dimensions dans M5, hein, où j'identifie ces 4 aux 6 espaces de M5. J'écris ça comme ça, mais c'est des espaces vectoriels. Hein. Donc ici, j'ai Carroll, et Carroll s'envoie, et c'est bijectif si je restreins les choses à l'image, sur le sous-espace. Donc ça, c'est un espace vectoriel, mais bon, je n'ai pas de dessin qui soit... je ne devrais pas mettre de ça, mais alors on ne sait plus ce qui se passe. Donc là, la question, c'est dans ce sens-là que ça va, donc c'est 4, M5. Et donc, voyons ce qu'induit la structure ici, là. Eh bien, là, on a la métrique de Minkowski. Et donc, par pullback, je vais avoir un tenseur symétrique ici. Et donc, à nouveau, cette fois-ci, je vais mettre T en premier et S en deuxième, parce qu'en fait, c'est S qu'on garde. Hein. Donc, T égale à 0, ça veut dire que les coordonnées sur ces 4, c'est X, Y et S. Je vais mettre S ici. Et en fait, c'est S qui joue le rôle du temps, du côté Carroll. D'ailleurs, rappelez-vous, on a redéfini M comme étant H, et c'est D sur DS. Donc voilà, donc je pars de la métrique, cette fois-ci, métrique, pas la métrique inverse. Mais c'est la même opération, simplement il faut permuter ce que j'ai fait. Donc je mets S d'abord et puis T, T d'abord cette fois-ci, et puis S. Là j'avais mis d'abord S et puis T. Et donc, si je fais T égale à 0, ben, la métrique dégénère. Hein, si je fais T égale à 0, ben, la métrique dégénère à ça. Et donc, effectivement, j'obtiens bien la métrique carolienne plate, dégénérée. Et puis, ben, j'ai un champ de vecteurs là. Mais là, ça n'apporte pas grand-chose. Par contre, j'ai, comme on l'a vu, qu'est-ce que je dis? Non, D sur DS n'est pas... Donc, D sur DS est en fait dans l'hyperplan, donc j'ai mal dessiné les choses. C'est un hyperplan nul, donc qui contient j'ai des directions D sur DS dedans. Hein. Voilà, ça c'est mieux. Hein, c'est T égale à 0. Bon, donc, je ne sais pas, imaginez-vous donc des directions nulles, S, et T égale à 0, me choisit un hyperplan qui contient ces directions nulles. Donc vous avez un champ de vecteurs ici naturel, mais comme c'est bijectif sur l'image, ben c'est clair que vous avez naturellement ce champ D sur DS qui apparaît et qui correspond au 0 qui est ici dans la matrice. Donc on retrouve effectivement n alpha. Donc n alpha, ça va être xi alpha, ça va être D sur DS. Donc il y a cette condition-ci, le noyau de l'application, il est nul, hein, puisque c'est 4 dimensions ici, le sous-espace. Donc c'est plus facile que dans le cas de Galilée où il fallait prendre un quotient. Donc voilà, vous voyez qu'il y a une dualité dans les opérations. Donc à partir du même espace, selon qu'on prenne un quotient ou un sous-espace, on obtient l'un ou l'autre. Et donc, en ce sens-là, il y a une dualité.
la dualité qui fait correspondre à des tenseurs covariants, des tenseurs... enfin, vous voyez, d'un côté, on a des tenseurs covariants, là où on a des tenseurs contravariants et vice-versa. Bien. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade. Donc là, c'était les structures plates, et aussi vous montrer cette dualité qui existe. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire du côté de Galilée qui peuvent se transposer en ayant les bonnes règles de traduction du côté de Carroll et vice-versa. Donc dans les 15 minutes qui restent, je vais commencer à discuter de la structure Carroll. Je vais maintenant courber l'espace de Carroll. Donc on a l'espace vectoriel. Donc je vais faire la même chose que lorsqu'on passe de Minkowski à une variété courbe où il y a de la gravitation. Donc ici, je vais développer un calcul tensoriel qui est associé qu'on peut associer à un espace de Carroll courbe. Donc, probablement que je n'irai pas jusqu'au bout, je terminerai alors la semaine prochaine. Donc ça, c'est la section suivante. Structure carolienne courbe. Donc l'idée, elle est très simple. C'est, on va remplacer la métrique plate dégénérée de Carroll plat par une métrique que je vais appeler G alpha bêta qui dépend de x et qui reste dégénérée. Donc de signature 0, plus, plus, plus. Donc il y a un vecteur nul qu'on se donne et qui, je l'appelle toujours n alpha, mais cette fois-ci, il dépend de x. Et donc, a la propriété quand tout x, g alpha bêta n bêta est égal à 0. Et à nouveau, si je me donne g alpha bêta de signature comme ça, il y a une direction et une seule de genre, qui est nulle, disons qu'il y a nil g alpha bêta. Et donc, c'est réellement la seule information qui est contenue dans le n alpha nouvelle par rapport au g, c'est la normalisation de n alpha. Et à nouveau, cette normalisation fixe le volume. Et donc, inversement, je pourrais dire, je me donne g alpha et je vous dis ce que c'est que le volume unité, c'est-à-dire que je vous donne une densité qui définit le volume, que je vais appeler oméga, qui dépendra de x, donc qui est intimement lié à la normalisation de n alpha. C'est équivalent. Alors, il y a un objet qu'on peut tout de suite associer quand on se donne cette structure, c'est la dérivée de l'I de G, ça c'est un champ vectoriel, donc je peux tout de suite considérer les difféomorphismes engendrés par n alpha. Donc je vais considérer la dérivée de l'I le long de n de G alpha bêta. Ça, c'est un tenseur. Et je vais lui donner le nom K alpha bêta. Je vais tout de suite dire pourquoi. C'est des raisons historiques. Et en plus, je mets, et c'est des raisons historiques aussi, le facteur moins 1,5. Alors, il n'y a rien de profond ni dans le moins, ni dans le 1,5, mais c'est parce que, et je vais l'appeler courbure extrinsèque. Alors, pourquoi cette définition a été introduite? Parce qu'en géométrie riemannienne, on introduit la notion de courbure extrinsèque d'une hypersurface. Une des définitions possibles, c'est cela, le long de la normale. Et pour des raisons que là j'ai oubliées, le facteur moins 1,5 a été mis au XIXe siècle dans la définition. Probablement que ce n'était pas exactement comme ça que ça avait été défini, et que ça peut se ramener à ça, mais avec le facteur moins 1,5. Donc ça, je vais là, peu importe l'historique, je mets le facteur moins 1,5, sinon les formules que je vais écrire après vont être incorrectes par des facteurs. Et ça s'appelle la courbure extrinsèque. Et je dirai plus là-dessus, je pensais à la fin de l'heure, mais ce sera
plus tôt la semaine prochaine. Alors une propriété qu'on voit tout de suite, c'est que si vous contractez K avec N, vous allez obtenir 0. En prenant ceci, c'est vrai en tout point. Donc si je prends la dérivée de l'I le long de N de cette relation, mais quand la dérivée de l'I tape sur G alpha bêta, j'ai K alpha bêta au facteur moins 2 près fois N. Et puis je vais avoir la dérivée de l'I de N le long de N, mais ça c'est 0 puisque c'est le crochet de l'I. Donc c'est égal à 0. Un champ de cotenseur qui a la propriété que lorsque vous saturez avec la norme, je vais appeler N la normale, et que lorsque vous saturez un indice par N, vous obtenez 0, on l'appelle transverse. Alors à nouveau, on a cette différence. Donc dans le cas de Galilée, on pouvait élever les indices, mais on ne pouvait pas les abaisser, parce qu'il n'y avait pas de métrique inverse. Ici, c'est juste l'inverse. C'est-à-dire qu'on a une métrique, donc si vous me donnez un vecteur ou un tenseur avec 2 fois contravariant, je peux abaisser les indices avec G, mais je ne peux pas naturellement relever les indices d'un cotenseur. Donc en fait, si j'ai un cotenseur T alpha bêta, par exemple, θ alpha bêta, je ne peux pas l'écrire toujours comme provenant d'un objet covariant, parce que pour que ce soit le cas, il faut que lorsque je contracte par n, j'obtienne 0, parce que G avec n, c'est 0. Donc on ne peut écrire un tenseur comme ceci, covariant comme ceci, que lorsque ce tenseur est transverse. Donc oui, donc la réponse, est-ce que ça peut s'écrire comme ça? La réponse est oui, si θ alpha bêta n bêta égale à 0, il faut la même chose pour l'autre indice. Il n'est pas nécessairement symétrique, le tenseur. Donc si ça est réalisé, vous pouvez élever les indices, c'est-à-dire vous pouvez écrire ça comme ça, mais il y a clairement une ambiguïté parce que la normale, donc si vous ajoutez quelque chose le long de la normale, peut-être pas nécessairement d'ailleurs le même lambda, si ce n'est pas symétrique, n rho. Donc, on ne peut pas toujours élever les indices, et quand on peut le faire, il y a une ambiguïté. Dans Galilée, c'était on ne peut pas toujours abaisser les indices, et quand on peut le faire, il y a une ambiguïté. Alors, on peut le faire quand c'est transverse. Alors, grâce à ça, on peut en fait définir un produit scalaire qui ne dépend pas de l'ambiguïté. Donc, si je vous donne 2 vecteurs transverses, appelons-le, non pas 2 covecteurs transverses, pardon, θ alpha et disons psi alpha, qui sont transverses. Donc, je vais juste illustrer ce cas-là. Eh bien, je peux définir le produit scalaire de θ avec psi, et lui, il est non ambigu, parce que l'ambiguïté qui existe dans le psi avec l'indice au-dessus, qui est un multiple de la normale, ne joue pas. Donc le produit scalaire d'objets transverses est bien défini. Alors qu'est-ce que c'est les objets transverses? C'est les objets d'espace essentiellement. Alors comment on voit ça? Je vais introduire la notion de coordonnées adaptées. Bon, de la même manière que ça nous simplifiait beaucoup la vie d'introduire des coordonnées adaptées en théorie galiléenne, on va introduire des coordonnées adaptées en théorie carolienne. C'est les coordonnées où les objets prennent leur forme la plus simple. Alors, si je me donne un champ de vecteurs non nul, comme n, je peux toujours trouver des coordonnées où le champ de vecteurs est juste le vecteur tangent aux lignes de la première coordonnée. Donc les coordonnées adaptées, ça va être des coordonnées où n alpha
Donc le vecteur n sera d sur dx0. Donc je change à nouveau, c'est juste pour... C'était S lorsque je comparais avec Bachmann, c'était x0 initialement, je reviens à la notation x0. Donc n est d sur dx0. Donc à partir de maintenant, mes coordonnées d'espace-temps, c'est x0, xi. C'est-à-dire, donc, les composantes de n, c'est 1 pour la première composante et 0 pour les autres. Et donc, pourquoi c'est simple? D'abord, n est simple, mais la métrique devient aussi très simple. Puisque le produit scalaire avec n doit faire 0, enfin, lorsque vous multipliez par contracté avec n, vous devez avoir 0, ça veut dire que dès qu'il y a un indice 0 ici, vous avez 0. Donc on se retrouve presque comme dans la situation carolienne plate, sauf qu'ici, j'ai une métrique tridimensionnelle qui peut dépendre de x0 et de xk. Alors dans ces coordonnées adaptées, donc on s'est fixé les lignes de temps, c'est les lignes d sur dx0, et tous les systèmes de coordonnées adaptées vont être d'accord sur ce point. Par contre, les hypersurfaces transverses, correspondant à x0 égale à constante, ça va dépendre du choix des coordonnées. Hein, si je change les xk en fonction de x0, je vais pouvoir ou plutôt x0 en fonction de xk, oui, c'est dans l'autre sens que ça va, il y a une dualité. Donc en changeant les coordonnées, je vais toujours maintenir ces lignes comme ça, par définition des coordonnées adaptées, mais la notion les hypersurfaces à x0 égale à constante ne vont plus être les mêmes. Bon, c'est exactement la situation qu'on a rencontrée, mais généralisée à un espace courbe. Alors, et je vais terminer avec ça. En géométrie riemannienne, une fois qu'on s'est donné la métrique, on construit la connexion. Donc ici, on va se poser la même question. Peut-on naturellement associer à une telle structure une connexion? Et la réponse est subtile, comme elle l'était pour Galilée. La réponse est pas toujours. Et quand on peut le faire, il y en a plusieurs. Donc je pense que je ne vais pas courir pour non seulement énoncer le théorème et le démontrer, mais en tout cas je vais l'énoncer, on verra après combien de temps il reste. Donc connexion. Donc la question c'est, existe-t-il une connexion? Et comme on a envie de voir ceci comme une limite, disons, de la théorie d'Einstein, on va chercher des connexions symétriques, c'est une connexion sans torsion. Donc théorème, une connexion symétrique, ce qui veut dire la même chose que sans torsion. Donc je vais écrire symétrique parce que dans mes notes je vois que j'ai écrit symétrique, mais je précise sans torsion, qui préserve la structure carolienne. Alors qu'est-ce que ça veut dire préserver la structure carolienne? Ça veut dire que la dérivée covariante de la métrique carolienne est égale à 0, et la dérivée covariante du champ de vecteurs n alpha est égale à 0. Donc existe si et seulement si la courbure extrinsèque k alpha bêta est égale à 0. Et dans ce cas, la connexion est déterminée à un tenseur symétrique d'espace je vais l'appeler S comme une symétrique, SAB d'espace près. Donc, même situation pour Galilée.
La connexion n'existe pas toujours, mais pour Galilée, les conditions avaient l'air d'être moins fortes. Il fallait juste demander que la informe qui définit le temps soit fermée, donc ça veut dire qu'on ait une structure de Galilée intégrable. Il fallait une condition, mais dans ce cas-ci, c'est ça, c'est autre chose. Et une fois que cette condition était satisfaite, une fois que cette condition ici, dans notre cas, est satisfaite, il existe une connexion symétrique qui préserve la structure, mais en fait, il en existe une infinité, et elles sont toutes, elles sont déterminées par un tenseur symétrique, qui est une information extra. Alors, il est pile 15h30, donc je dépose ma craie. Oups, sans me faire accrocher. Mais donc ça veut dire que je vais donner la démonstration de ceci, qui n'est pas très compliquée, en coordonnées adaptées, ça se voit tout de suite la semaine prochaine, et que je vais vous montrer comment dériver la gravitation carolienne à partir de la gravitation einsteinienne. Donc comment prendre la limite c tendant vers 0. Je commencerai par là, et puis je passerai aux autres choses que je veux voir la semaine prochaine. Donc c'est un bon moment pour s'arrêter. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et s'il n'y en a pas, la troisième leçon est ainsi terminée. Merci.